Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre émission d'analyse consacrée aux grands enjeux diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Ce soir, deux dossiers majeurs. D'abord, la relance de la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana avec la signature de 7 accords pour dynamiser l'axe Ouagadougou-Accra. Ensuite, le différend maritime entre le Ghana et le Togo désormais porté devant l'arbitrage international après 8 années donc de négociations sans accord. Deux sujets stratégiques qui interroge la stabilité et les équilibres dans notre sous-région. Pour en parler avec moi sur ce plateau, M. Lucien Zier, chargé de presse CNAVC. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Madame Traoré, merci encore pour l'invitation. Merci surtout pour votre disponibilité. Alors, premier sujet, diplomatie, Burkina-Ghana, 7 accords pour dynamiser l'axe Ouagadougou-Accra. Le Burkina Faso et le Ghana donc, ont décidé de relancer leur coopération bilatérale. Reliée à Ouagadougou, les deux pays ont signé donc 7 accords portant notamment sur le transport, le transit, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et la coopération sécuritaire, un signe fort dans un contexte marqué par l'insécurité et les défis économiques. Alors, Monsieur Zier, ces accords traduisent-ils un simple renforcement technique ou un véritable repositionnement stratégique entre les deux pays? C'est en même temps les deux, un repositionnement stratégique pour les deux pays et également c'est un signal fort de rapprochement de nos populations. Vous saviez très bien que le Ghana a eu à sa tête un nouveau dirigeant, en la personne de John Dramani Mahama, qui a impulsé une nouvelle dynamique. Cette dynamique vise à restaurer cette valeur, cette dignité africaine, en ayant en tout cas cet engagement en faveur donc des autres pays qui aujourd'hui, que ce soit le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, qui aujourd'hui exploitent les corridors ghanéens. Donc, leur engagement, c'est une solidarité africaine qui est exprimée. Aujourd'hui, tenir cette session, cette grande commission qui a permis donc de tenir cet accord, ça vise à renforcer la coopération entre nos pays. Vous savez que les relations entre le Ghana et le Burkina Faso, nous avions de meilleures relations dans la sous-région, à l'image du Togo et d'autres pays de l'AIS. Donc, ça veut dire aujourd'hui, la dynamique au niveau de la sous-région a changé. Parce qu'à un moment donné, lorsque le Ghana avait été assiégé par un sous-préfet de l'impérialisme, mais il y avait eu tellement d'obstacles, que ce soit en matière de commerce, des taxes qui sont imposées à notre peuple. Au même moment où on nous parle de la fin de Covid, il y avait des taxes de prélèvement de Covid-19 qui sont imposées sur nos produits lorsque nous faisons des transits à partir du Ghana. Mais lorsque le président John Mahama Dramani est arrivé, il a supprimé ces taxes-là. Parce qu'aujourd'hui, il considère que le peuple ghanéen et le peuple burkinabé sont les mêmes peuples. Aujourd'hui, les souffrances que nous subissons, ils partagent les mêmes souffrances. Et c'est pourquoi il a décidé justement de renforcer cette coopération. Et vous voyez, l'un des accords où il y a eu 3 éléments, instruments sur la question des frontières. Tout à fait. Parce que l'une des faiblesses des pays africains, c'est quoi? C'est l'existence des frontières. Les frontières elles-mêmes qui sont l'émanation d'une volonté manifeste de l'impérialisme décidée à Berlin lors d'un congrès auquel les Africains n'ont pas pris part. On nous impose ces limites frontalières qui deviennent l'une des faiblesses dans la lutte contre le terrorisme. Même dans la facilitation en matière donc de transit, de commerce. Mais tous ces obstacles, c'est comme un écueil ou des écueils érigés par l'impérialisme occidental. Donc aujourd'hui, les autorités des deux pays ont décidé, de réorganiser notre dispositif en matière de frontières, de transit et même toute autre coopération en vue justement d'être considérés comme des pays africains, des pays qui sont unis par la fraternité, l'histoire et la géographie. Du coup, la reconnaissance des permis de conduire et les mesures sur le transport vont-elles réellement faciliter la circulation et le commerce ou les blocages aux frontières restent-ils le principal obstacle, comme vous le dites tantôt? Non, mais du moment où on vous dit que le permis ghanéen peut être utilisé au Burkina Faso, tout comme le permis burkinabé peut être utilisé au Ghana, non seulement cela facilite, ça rend les différents permis de conduire légaux sur chacun des territoires, également ça facilite donc la circulation, la mobilité des populations. Donc ça va renforcer, rapprocher les populations davantage entre elles, parce qu'il faut le dire clairement,
nous avions une grande communauté au Ghana, tout comme le Ghana aussi a une communauté au Burkina Faso. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on parle de solidarité entre peuples, lorsqu'on parle de rapprochement des peuples, et les peuples qui sont unis par la géographie, par l'histoire, ça veut dire que cela est une réalité lorsqu'on prend la décision de faire en sorte que le permis ghanéen ou le permis burkinabé puisse être utilisé dans l'un ou l'autre pays. En tout cas, mais c'est pour dire au niveau de la frontière, cela ne va plus poser problème. Comme dans d'autres pays. Lorsque vous utilisez le permis burkinabé, vous voulez franchir une frontière d'un pays qui n'est pas forcément ami avec nous, vous serez obligé de payer des taxes. Et en plus, vous ne pouvez pas l'utiliser à une certaine période. Il y a des impositions qui sont faites pour ceux qui utilisent les permis burkinabé avec le pays avec lesquels le Burkina Faso n'a pas tenu de convention en vue justement de légaliser son permis dans ce pays-là. Alors, M. Zié, les accords sécuritaires seront-ils suffisants pour lutter efficacement contre les trafics et sécuriser donc l'axe Ouaga et Accra? Oui, pas seulement limité aux accords. Il y a des actions. Avant même de venir parler de ces accords, quand vous regardez l'engagement des autorités ghanéennes, mais un engagement sans embâche, clair, et avec une coopération franche. Et quand vous regardez sur la question de la lutte contre le terrorisme, sur la question donc de transit, sur la question d'autres coopérations, même la gestion des catastrophes, mais c'est une réalité. Il y a eu des exemples par le passé. Il y a eu des catastrophes qui ont eu lieu où le peuple burkinabé ou les autorités administratives des départements qui sont proches du Ghana ont en tout cas ils se sont impliqués pour faciliter à ce que les communautés ne puissent pas subir en tout cas ces catastrophes-là. Il y a eu des cas. Donc, ces accords qui sont signés, ça vient pour matérialiser ce qui existe. Donc, c'est pourquoi moi je parle de renforcement. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, les Ghana, la frontière burkinabé-Ghana, va devenir quelque chose qui va nous faciliter, que ce soit la lutte contre le terrorisme, qui va nous permettre donc, déjà sur le plan du renseignement, je pense qu'il y a un partage d'informations qui est fait en vue justement d'endiguer le mal, parce que vous saviez très bien que l'ennemi s'est en pris également au peuple ghanéen avec des attaques lâches. Ouais. Mais aujourd'hui, les autorités ghanéennes ont compris cela. Et c'est pourquoi elles sont décidées de rompre avec le schéma classique qui est de se résigner, de rester dans son carcan territorial et observer les autres pays qui se battent. Alors, du coup, ce qui m'amène donc à vous poser cette question, peut-on parler ici d'un tournant durable dans les relations bilatérales ou d'une dynamique liée au contexte actuel? Non, c'est durable. Lorsque les pays prennent des engagements, c'est dans la durée. C'est dans l'intérêt des peuples. Les peuples, peu importe que ce soit des décennies, des siècles, ou c'est pas des décennies d'années, les peuples existeront des siècles et des siècles. Donc, comme j'ai dit, il y a une légendaire fraternité que nous avions avec le peuple ghanéen. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu des acquis en matière de coopération également entre États. Donc, ces acquis, il faut les préserver avec des instruments durables. Et c'est pourquoi la commission, une forte délégation du Ghana, a été au Burkina Faso pour discuter pendant un bon moment sur ces instruments, afin justement de les déployer, afin que ces instruments puissent refléter l'image ou la volonté même de nos populations à s'intégrer elles-mêmes. Donc, je pense que c'est dans la durée. Mais non seulement ça va lutter contre le terrorisme et les autres fléaux qui minent notre monde, et également permettre aux deux pays de pouvoir en tout cas s'engager sur la voie du développement. Alors pour terminer avec ce sujet, le rapprochement entre le président Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama repose-t-il sur une vision commune à long terme ou sur des impératifs immédiats? Non, c'est une vision à long terme. Vous savez très bien que le président ghanéen, John Mahama Dramani, a fait la même école que le président John Rawlings. Celui-là même également qui fut le grand ami du feu Thomas Sankara. Et lorsque vous regardez l'actuel président du Ghana, il a une posture révolutionnaire, un engagement vis-à-vis de sa population, en privilégiant donc ses intérêts. Donc aujourd'hui, quand il est venu au Burkina Faso pour en tout cas témoigner sa solidarité dans le cadre de cette visite de travail également et d'amitié, c'est pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré poursuit le combat du capitaine Thomas Sankara. Donc lui aussi qui a fait la même école que John Rawlings, il a décidé aujourd'hui d'emboîter les mêmes pas que ce grand révolutionnaire ghanéen qui a permis véritablement de libérer le Ghana à un moment donné de son histoire. Ça veut dire que c'est la même vision. Nous partageons les mêmes préoccupations. Donc, face à cela, il faut coopérer avec ceux qui ont de la convergence
pour aller véritablement en libération de nos territoires et également permettre à ce que nos peuples puissent s'épanouir. Voilà qui est bien dit. Merci pour ces précisions, Monsieur Zier. Cela nous permet donc de passer à présent au deuxième sujet. Deuxième sujet, donc, il s'agit donc de délimitation maritime Ghana-Togo. Recours donc à l'arbitrage international. Le Ghana et le Togo donc franchit un nouveau cap dans leurs différends maritimes. Après donc 8 années donc de discussions sans résultat, Accra a décidé donc de saisir un tribunal arbitraire en vertu donc de la Convention donc des Nations Unies sur le droit de la mer. En jeu, la délimitation des eaux territoriales et l'accès donc aux ressources pétrolières et gazières du Golfe donc du Guinée. Alors, Monsieur Zier, ce différend est-il d'abord juridique ou principalement lié donc aux enjeux énergétiques pour vous? Oui, d'abord, il faut savoir que le problème qui se pose lorsque deux États discutent sur les questions de limites frontalières, surtout les questions des espaces maritimes, et il faut dire que d'abord, c'est la question juridique. Ben, quand il y a un vide juridique qui encadre la délimitation de ces frontières maritimes, et cela pose un problème. Et également, en lien avec ce vide juridique, il y a la question des intérêts également des nations, voilà, qui est mis en jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter toute tension, en tout cas, tension diplomatique, je vais dire, entre le Ghana et le Togo? Il faut privilégier, voilà, une voie en ayant recours à un instrument qui existe. Vous savez très bien que l'arbitrage international, que ce soit la Cour internationale de justice ou que ce soit le tribunal international du droit de la mer, ce sont aujourd'hui des juridictions ou des possibilités que les nations ont pour recourir en cas de besoin. Lorsque des nations n'arrivent pas à s'entendre sur les limites frontalières, mais ils recourent à ces instruments internationaux en vue justement de pouvoir régler les différends qui peuvent exister. Donc, le Ghana n'est pas à sa première expérience en matière donc de règlement de différents frontaliers. Mais quand vous regardez, que ce soit en 2017, bon, je le dis 2014-2017, le Ghana avait réglé un problème de différents frontaliers entre la Côte d'Ivoire et son territoire. C'était lié justement sur des enjeux stratégiques en lien avec le pétrole, le gaz. Voilà, dont l'exploitation se faisait en offshore. Donc aujourd'hui, les Nations Unies, à travers donc cette convention sur la Convention internationale du droit de la mer, qui est aujourd'hui considérée comme la constitution des océans, je pense que c'est le recours qui est le plus souhaité actuellement en vue justement de faire un règlement pacifique, mais également pour que ce règlement soit contraignant pour les deux parties. Donc, je pense que le Ghana a privilégié la voie du dialogue. Mais le choix de l'arbitrage international est-il une stratégie maîtrisée ou le signe d'un échec des négociations pour vous? Bon, pas forcément un échec. Peut-être qu'il faut gagner aussi en crédibilité lorsque vous recourez à un arbitrage international. Parce que au niveau des Nations Unies, pas forcément que les Nations Unies prendront la décision de tracer les lignes là pour vous. Non. Les Nations Unies pourront donc mettre à votre disposition l'expertise nécessaire selon la géographie, selon la géologie sous-marine, en vue justement de vous permettre d'avoir une délimitation, voilà, ou une démarcation de ces lignes-là. Puisque en réalité, sur la question des espaces maritimes, il faut savoir qu'il y a la mer territoriale. Bon, là, je pense qu'avec le Togo, le Ghana n'a pas de problème. Mais c'est au niveau justement de la zone économique exclusive et également du plateau continental que le problème se pose. Parce que le territoire, les côtes ghanéennes qui se prolongent jusqu'à l'outre-mer, et c'est à ce niveau-là que l'exploitation en offshore, que ce soit les produits gaziers ou produits pétroliers, se pose avec le Togo. Donc, l'arbitrage international permettra justement aux Nations Unies, à partir donc du dispositif institutionnel qui existe, qui est un instrument principal, en tout cas en matière de règlement de conflits, en tout cas en lien avec les marines et autres, je pense que ça va permettre à ce qu'on ait un règlement avec des acteurs qui sont neutres. Et cela va permettre à ce que les limites là soient reconnues internationalement et que la communauté internationale puisse véritablement reconnaître ces limites là. Et je pense que ça va éviter au Togo et au Ghana un conflit qui ne sert pas. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là. Mais même quand vous regardez avec la Côte d'Ivoire, et également, c'est depuis 2014 à 2017, ça fait 3 ans. Également, le même recours à l'arbitrage international, je pense que le Burkina même a fait face à cela à un moment donné avec le Niger.
dans le cadre donc des délimitations des frontières. Mais je donne un exemple, je sais que vous êtes pressé, je donne un exemple également. Quand vous prenez même les États-Unis avec le Canada, il y a eu un recours à l'arbitrage international. Même quand vous prenez la France et le Royaume-Uni, il y a eu des recours. Même vous prenez, je termine pour dire, même avec la Chine, ils ont eu donc à recourir à ces instruments internationaux. Lorsque la Chine avait des soucis de délimitation de frontières avec les Philippines, je pense que la Chine a recouru à ces instruments internationaux en vue justement de régler. Cela permet un règlement pacifique et également de sorte que ces limites frontalières puissent véritablement être contraignantes pour les deux pays. Et vous avez tantôt parlé donc du litige Côte d'Ivoire-Ghana, ensuite il y a Ghana-Togo. Ce litige fragilise-t-il donc la coopération régionale ou renforce-t-il la culture du règlement pacifique des différents pouvoirs? Oui, je pense que quand les litiges existent, lorsque vous voyez, on parle de pays voisins, forcément, souvent il y a des litiges. C'est comme je le disais, ces frontières-là ont été tracées sans nous. Donc, ça veut dire que pour s'approprier de ces frontières, également, ce qu'il faut constater pour ce qui est du règlement pacifique de la question des délimitations frontalières avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'était le fait simplement que la Côte d'Ivoire aussi faisait des exploitations gazières et pétrolières offshore. Et le Ghana également en fait. Et vers le côté ouest, donc vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour le cas du Togo, je pense que c'est le même problème. Puisque le Ghana est en exploitation offshore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à des instruments qui vont permettre de régler ces litiges-là de façon pacifique. De sorte que les limites qui seront tracées, que ce soit l'expertise internationale qui va venir à travers donc l'arbitrage international, que ce soit la Cour internationale de justice, que ce soit même le tribunal international du droit de la mer qui va régler ces problèmes-là. C'est pour que ces frontières non seulement soient acceptées par les deux pays, deux États, également que les limites-là soient reconnues internationalement pour avoir la crédibilité de la communauté internationale, pour pouvoir prétendre exploiter les ressources qui s'y trouvent. Vous saviez très bien qu'aujourd'hui, le peuple ghanéen, je veux dire, les autorités ghanéennes aujourd'hui, se sont engagés dans l'exploitation de ces produits-là. Également en faisant l'exploitation halieutique, qui est vraiment un potentiel économique pour le peuple ghanéen. Alors, dernière question pour terminer avec cette émission. Et concrètement, quelles pourraient être donc les conséquences d'une décision arbitraire sur le pétrole, la pêche et les investissements donc dans la zone concernée? Non, les conséquences immédiatement, lorsque la décision serait prise, parce qu'il faut des études préalables et l'arbitrage international va offrir donc les instruments techniques pour la démarcation et la matérialisation de ces limites. Donc, la conséquence immédiate, ce serait véritablement que le Ghana passe à l'exploitation. À l'exploitation, que ce soit des produits pétroliers, des produits gaziers, et même l'exploitation des produits halieutiques, en vue justement de consolider son économie. Le Togo également, qui n'a pas encore fait d'expérience, bon, en tout cas en matière d'exploitation offshore, peut-être va retrouver des produits, puisque je pense qu'il y a des équipes qui sont engagées par les autorités togolaises en vue justement de faire approfondir les explorations en matière donc de ces ressources. Donc, une fois que les limites sont bien tracées, ça va permettre à chaque État de pouvoir exploiter librement en tenant compte véritablement de ces limites-là. Je pense que ça fait partie de la souveraineté des États, voilà, d'exploiter ce qui leur appartient. Donc, ça va garantir une sécurité en matière donc des investissements pour l'exploitation offshore. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Zier, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes le chargé de presse de la CNAVC. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève cette émission. En résumé, coopération renforcée d'un côté, arbitrage international de l'autre. L'Afrique de l'Ouest continue donc de gérer ses défis par le dialogue et le droit. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés pour nos prochaines émissions. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.